Welcome to the Commission press room for this joint press conference by Article 50 Chief Commission Negotiator Michel Barnier and Mr. David Davis, Secretary of State for exiting the European Union. Without further ado, I give the floor to Michel Barnier. Thanks, Margaritis. Good afternoon to all of you. Mesdames, Messieurs, en vous remerciant pour votre attention, mes premiers mots seront pour dire que j'ai été sincèrement heureux d'accueillir ici dans notre institution et au nom de son président Jean-Claude Juncker, David Davis, que le président Juncker d'ailleurs a tenu à saluer personnellement, et la délégation du gouvernement du Royaume-Uni qui l'accompagnait. Et je suis heureux de vous retrouver aux côtés de David Davis pour cette première conférence de presse commune. Et vous dire d'abord que cette première session était importante, évidemment. Je peux ajouter qu'elle a été utile. Ladies and gentlemen, this first session was useful, indeed, to start off on the right foot as the clock is ticking. And it was useful for me to sit down with my counterpart, David Davis. I look forward to working closely with you, David, during this negotiation. Today, we agreed on dates. We agreed on organization, and we agreed on priorities for the negotiation. In the first step, we will deal with the most pressing issues. We must lift the uncertainty caused by Brexit. We want to make sure that the withdrawal of UK happens in an orderly manner. Then, in the second step, we will scope our future partnership. We also agreed on how we will structure our talks. Our aim is to have 1 week of negotiations every month and use the time in between to work on proposals and exchange them. In the first step, the negotiation rounds will be broken down into 3 groups: citizen rights, the single financial settlement, and other separation issues. These groups will report back to their respective principals during each negotiation week. David Davis and I, as Chief EU Negotiator, will discuss the issues together, tackle difficulties, lift obstacles. We agreed that our closest collaborators, Olly Robbins and Sabine Vaillant, will start a dialogue on Ireland. The protection of the Good Friday Agreement and the maintenance of the common travel area are the most urgent issues to discuss. We also agreed on the importance of the timing for this first phase. Our objective is to agree on the main principles of the key challenges for the UK's withdrawals as soon as possible. This includes citizens' rights, the single financial settlement, and the question of the borders, in particular in Ireland. The European Council, under the chairmanship of the President Tusk, can then decide on whether we can show sufficient progress or not, and we can move to scoping the future relationship on trade and other matters. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous avons donc commencé à discuter de ces 3 sujets clés dans le cadre du mandat qui m'a été donné par les 27 et le Conseil européen. Nous devons nous engager mutuellement à garantir aux citoyens des 2 côtés du Channel qu'ils pourront continuer à vivre comme auparavant.
Nous devons solder les comptes et honorer nos engagements financiers mutuels. Nous devons trouver des solutions pour préserver tous les engagements du Good Friday Agreement. C'est en levant les incertitudes sur ces sujets que nous poserons les bases de la confiance nécessaire pour bâtir un nouveau partenariat entre nous. En quittant l'Union, comme il a choisi de le faire souverainement, le Royaume-Uni n'aura plus les mêmes droits et les mêmes bénéfices que les États membres de l'Union. Je suis cependant convaincu qu'il est dans notre intérêt commun d'établir un nouveau partenariat entre les 27 et le Royaume-Uni, et je suis convaincu que ce partenariat peut contribuer à la stabilité durable de notre continent. Nous sommes à 27, avec les institutions, unis pour cette négociation et dans cette perspective. Mais les 27 sont également unis pour, en toute hypothèse, continuer à réformer, à progresser, à avancer ensemble. Ladies and gentlemen, for both the EU and the UK, a fair deal is possible and far better than no deal. That is what I say to David today. That is why we will work all the time with the UK and never against the UK. There will be no hostility on my side. I will display a constructive attitude firmly based on the interest and support of the 27. And I will all the time seek to the continued support of the European Parliament in close cooperation with President Tajani and Guy Verhofstadt. Let me end by quoting Jean Monnet in French. Jean Monnet, à qui on demandait un jour s'il était optimiste ou pessimiste, a répondu ceci. Et je peux reprendre ces mots à mon compte, si je puis dire, avec beaucoup d'humilité et de respect à l'égard d'un des plus grands pères fondateurs de l'Union. Il a répondu « Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste. Je suis déterminé. » We are determined. Thank you, Michel. The audience will discover at the end of what I have to say that we even coordinate our quotations. Firstly, I think we should start by recognising the very productive discussions that we've had today. And I've been encouraged by the constructive approach that both sides have taken. We've laid a solid foundation for future discussions with an ambitious but eminently achievable timetable. It was clear from the opening that both of us want to achieve the best possible outcome and the strongest possible partnership, one that works for the UK and for the EU. And we agreed that we stand a much greater chance of success if our teams work together, as that's been demonstrated today. Nowhere is this more true than on the important issues around the rights of citizens, where I'm happy to report there is much common ground. Ever since the referendum, I have been clear that my first priority is to provide certainty to European Union citizens living in the United Kingdom and to UK citizens resident in the European Union. And I know Michel shares that aspiration too. So now that the negotiations have started, we are determined to get on with the job and deliver that certainty as soon as possible. The Prime Minister will later this week update European leaders on the UK's approach to this issue at the European Council. We will then publish a detailed paper outlining our offer on Monday, which I believe will form the right basis on which to reach agreement. I'll also be briefing members of other parties on Privy Council terms, as well as briefing Parliament generally. In addition to our discussion on citizens' rights, we have reached agreement on how we'll structure the talks over the coming months. Michel and I will meet every 4 weeks, bringing our teams together for a number of days at a time. We hope this regular rhythm will help us to progress our discussions across the full range of issues very quickly.
We've also established a number of technical working groups tasked with driving progress on the all-important detail. These groups of senior experts from both the UK and the EU met for the first time today. They'll support Michel and me by developing creative solutions to challenges we have identified, testing options under consideration and building out the underpinning detail. Today marks the start of a journey for the United Kingdom and for the European Union. There's a long way to go, but we're off to a promising start. We have taken the first critical steps together. Now we have a shared responsibility to deliver quick and substantive progress. Now, as you heard, Michel said that we had a discussion, brief exchange earlier, about the distinction between being optimistic and being determined. And he gave you Monnet's answer. There's no doubt that the road ahead will at times be challenging, but as Winston Churchill once said, the pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty. And so, bridging between Churchill and Monnet, I am certainly a determined optimist. Thank you. We can now switch to your questions. I will start with Sarah first. Hello, do you hear me? Go ahead. Sarah Collins from the Irish Independent and Irish Examiner newspapers. To both Mr. Davis and Monsieur Barnier, the focus so far and what I'm getting from you today is that it's going to be citizens and financial settlement first, with Irish issues pushed a little bit aside to an extent. Can you explain your thinking on that? How do you intend to structure the talks? When we can expect position papers on Ireland? Is it still one of your top priorities? And ultimately, who's responsible for coming up with these flexible and imaginative solutions that are mentioned in the EU guidelines? Thanks. The first thing to say is I think Ireland's taken, Northern Ireland and the Republic of Ireland have taken more time today than anything else. We discussed two aspects of it. One, of course, is the political sensitivities, which everybody understands. The other is the determination to maintain as near as possible, invisible border, so we do not undermine the peace process, do not provide any cause for concern in Northern Ireland. This is a technically difficult issue, but it's one which I'm certain is soluble, although it'll probably take us until the end of the process when we've already decided what our customs and free trade arrangements are. But that's why we're starting now. That's why this was initially dealt with by a dialogue of the two highest ranking people, the two coordinators in this team. There's no doubt in my mind this is right at the top of the priorities that we need to resolve in this negotiation. Il n'est pas juste de dire que nous avons mis de côté cette question. Certainement pas. Certainement pas, comme vient de le dire David. Nous avons passé beaucoup de temps à mettre au point la meilleure manière de faire avancer les choses sur un dossier qui est à coup sûr l'un des plus sensibles et dont j'ai encore vu la sensibilité en étant invité il y a quelques semaines par le Taoiseach et par les deux chambres du Parlement à Dublin. Il y a dans ce dossier une dimension politique très sensible, à la veille de la formation du nouvel exécutif en Irlande du Nord, quelques jours après l'arrivée d'un nouveau gouvernement à Dublin et du nouveau Taoiseach, et naturellement en tenant compte des discussions politiques qui ont lieu à Londres et que nous suivons. Nous avons eu nous-mêmes des premiers contacts avec les équipes du nouveau Taoiseach, Léo Varadkar, qui d'ailleurs rencontrera le président Juncker jeudi, ici. Et moi-même, j'aurai l'occasion à Luxembourg demain d'avoir un entretien avec le nouveau ministre irlandais des Affaires étrangères. Notre état d'esprit reste exactement le même, et je le dis avec beaucoup de force et de détermination. Nous voulons préserver dans toutes ces dimensions et dans tous ces engagements le Good Friday Agreement.
Et nous voulons également maintenir, comme je l'ai dit, l'ensemble des dimensions de Common Travel Area. Et l'autre difficulté complémentaire, c'est que nous devons trouver, sans reconstruire de frontières dures, évidemment, je l'ai déjà dit, des solutions, s'agissant des marchandises en particulier, et des services qui respectent l'intégrité et les règles habituelles du fonctionnement du marché intérieur. Voilà. Donc nous avons un contexte politique extrêmement sensible. Nous avons un objectif très clair qui est celui de préserver dans toutes ses dimensions le Good Friday Agreement. Et nous avons beaucoup de travail à faire bilatéralement et en coordination avec, de mon côté, le gouvernement de Dublin pour trouver des solutions concrètes, imaginatives, sur le plan que je viens d'évoquer, notamment qui tiennent compte du marché intérieur. Voilà, mais certainement pas cette question ne sera pas mise de côté. Yes, please, go ahead. Closer to the mic. How's that? James Mates from ITV News. Secretary of State, you appear to have agreed in terms of timing, priorities and sequencing to conduct these talks exactly as the EU27 said they were going to be conducted. Is this an early indication of the weakness of your negotiating position and your lack of leverage? About the talks is not when it starts, it's how it finishes that matter. The UK has been crystal clear about our approach to the negotiations. The withdrawal process cannot be concluded without the future relationship also being taken into account. They should be agreed alongside each other. This is completely consistent with the Council's guidelines that state nothing is agreed until everything is agreed. Of course, there are some issues that we want to tackle as early as possible, most notably citizens' rights, but as you've just heard, Northern Ireland as well. So the position we've agreed today is completely consistent with our long-standing position and what we set out in our Article 50 letter. Okay, Katja, you need to take the mic. Secretary of State, when you do get around to talking about the future relationship with the EU and trade relations, what will you be asking for? What kind of Brexit will you be asking for? And can the EU trust that what you ask for today or tomorrow will be what you ask for in a few days' time, considering the political confusion at the moment in the UK? And Monsieur Barnier, si vous me permettiez en anglais, the citizens of the United Kingdom are facing very challenging times at the moment. Just one of their worries is about Brexit and that it really will turn out well. If you could speak to them directly, what would you say to them? First, the first thing, the position hasn't changed. We have the Lancaster House speech, the two white papers, and the Article 50 letter, all backed up by a manifesto too. And so it's the same as it was before. Because the membership of the single market requires the four freedoms to be obeyed, and we need to bring back to Britain control of our laws and control of our borders, we will be leaving the single market. We'll be seeking to set up a free trade arrangement and a customs agreement. Similarly, we'll be leaving the customs union. The same arguments apply, but also because that's the only way we can develop our free trade arrangements with the rest of the world. And that is a major upside for Britain. So the circumstance has not changed at all. Je me permets d'ajouter un mot en écho à cette question et à la précédente. L'article 50, il est très clair. Et nous sommes au moment de mettre en œuvre son application, qui est un moment grave, parce que la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne est une décision grave. Nous devons organiser le retrait ordonné du Royaume-Uni, en tenant en compte ce que sera notre future relation. Et voilà pourquoi, dès maintenant, nous travaillons, et pour la deuxième étape de cette négociation
quand nous aurons constaté des progrès suffisants sur la première étape. Ce que vient de dire David Davis est important. Moi, je m'en tiens là. Nous avons sur la table la lettre de Theresa May du mois de mars dernier et ce que dit le gouvernement britannique qui confirme que le Royaume-Uni veut quitter l'Union européenne, veut quitter le marché unique et veut quitter l'union douanière. À partir de cela, le moment venu, nous travaillerons. Je veux simplement rappeler que chacun des modèles ou des possibilités de coopération entre notre union à 27 et un pays tiers fait l'objet d'un équilibre entre les droits et les obligations. Et le Royaume-Uni connaît les conditions et les règles pour chacun de ces modèles. Je vous remercie de votre question sur les citoyens. Ce que j'ai envie de dire aux citoyens britanniques, comme d'ailleurs, et j'en connais beaucoup, qui vivent, travaillent, notamment dans la région où j'ai été élu pendant un certain temps, c'est exactement ce que j'ai envie de dire aux citoyens de l'Union européenne actuelle qui vivent, travaillent au Royaume-Uni et qui sont d'ailleurs, vous le savez, 3 200 000 d'un côté et 1 500 000 de l'autre. C'est notre priorité, citizens first, que de trouver pour eux, pour leurs familles, le moyen de sécuriser les droits qu'ils auront acquis jusqu'à la date du retrait du Royaume-Uni. Et de sécuriser ces droits de manière durable, tout au long de leur vie, pour eux-mêmes et pour leurs familles, sur la base de principes sur lesquels nous devons précisément nous mettre d'accord. La réciprocité, la continuité de ces droits, la non-discrimination. Et tout le travail que nous avons commencé aujourd'hui dans un working group, précisément, consiste à nous mettre d'accord sur qui sont les citoyens concernés, pour quel type de droits, quelles garanties très fortes nous devons leur donner pour les rassurer, et à partir de quel moment cette sécurité doit leur être donnée. Voilà pourquoi nous attendons avec beaucoup d'intérêt le papier que doit publier prochainement le gouvernement britannique, en écho à celui que vous avez entre les mains et que nous avons publié en toute transparence il y a quelques jours, comme nous le ferons désormais pour faciliter votre travail en toute transparence. I'll come to Bruno now. A question for Mr. Davis. In the terms of reference, there are negotiating groups for citizens' rights, financial settlement and other issues, but only a dialogue on Ireland and the border. Is this because of the government's talks with the DUP or perhaps because of the position taken by some members of the cabinet, such as Philip Hammond, on customs union and single market? And Mr. Barnier, in English, if I may, how confident are you that you'll still have Mr. Davis to talk to over the next 6 months, given the fragility of a British government that has to rely on loyalists in Northern Ireland? How flattering. Let me deal with that. I mean, I think we've dealt with it once already, but the treatment of the Northern Irish issue, the Republic of Ireland issue, is by no means, in some sense, second class. Just the reverse is being dealt with by the most senior people in the negotiating teams. And that is, and we're starting it now, not because, I mean, on citizens, we hope that we can get a reasonably fast resolution, reasonably fast. On Northern Ireland, this will take some considerable time, but it's very complex and very sensitive, and as Michel has already said, it's one we take extremely seriously. It has absolutely nothing to do with any negotiations inside the House of Commons. Je confirme encore une fois sur ce point de l'Irlande que le fait que nous engageons ce dialogue aujourd'hui même, au plus haut niveau, Holly Robbins
qui est le conseiller du Premier ministre britannique, et de mon côté Sabine Veillant, qui est mon adjointe dans cette négociation, c'est la preuve, s'il en avait besoin, de l'importance prioritaire de cette question, mais qui, compte tenu de la diversité des enjeux politiques et techniques, justifie ce travail que nous avons appelé le dialogue, qui devrait être une garantie pour tous ceux qui sont préoccupés de cette question, que nous nous engageons bien comme une priorité. Voilà. Je ne reprends pas la parole sur cette question pour éviter de répondre à votre première question, mais franchement, le débat politique interne au Royaume-Uni m'intéresse beaucoup, comme vous l'imaginez. Ce n'est pas d'ailleurs le seul pays que je suis attentivement. Hein. Mais je rencontre aujourd'hui David Davis, que je connais bien depuis très longtemps. Nous connaissons même depuis 1995, lui et moi, puisque nous étions tous les deux ministres des Affaires européennes du Royaume-Uni et de la France à cette époque, et nous avons engagé la négociation du traité d'Amsterdam, dont je vous parlerai un autre jour, si vous voulez bien. Mais je travaille avec le gouvernement britannique et son représentant officiel, David Davis. Voilà ce que je peux dire. Then I had Thomas Meyer. I'm here. Thomas Meyer at the Standard. I would like to ask you if you have found an agreement on the information policy that we will see here in the next month. You know that the European citizens had concerns not to be well informed about what we have seen in the trade negotiations with the United States and Canada. And we have set new standards here. So could you tell us, how will you do that work? Will you give us orally informations after every round of negotiations here? Will you publish the documents? How will that work? And what role will the European Parliament play in this? Nous pouvons chacun avoir notre réponse à cette question, dans la responsabilité ou la liberté qui est la nôtre. Ce que je peux dire, en accord avec le président Juncker, le président Tusk, c'est que nous allons pratiquer de notre côté la transparence la plus large, de manière inhabituelle. Parce que cette négociation est extraordinaire, je ferai tout d'ailleurs pour qu'elle reste extraordinaire, et nous allons donc, compte tenu de cette dimension exceptionnelle, ouvrir le débat le plus large et faciliter votre travail. Et donc, vous avez une indication très concrète de la méthode qui va être la nôtre, avec ce que nous avons fait il y a quelques jours, en publiant immédiatement nos deux position papers sur le financial settlement et sur les droits des citoyens. Et je continuerai à faire cela, parce que, pour tout vous dire, moi, je préfère la transparence aux fuites. Et j'ajoute que, au-delà, et avec vous, dans le respect total de votre liberté de journaliste, cette négociation est exceptionnelle. Elle intéresse beaucoup de monde partout. Je suis en train de faire la deuxième visite des États membres de l'Union, des 27, où je rencontre les syndicats, le gouvernement, chaque chef de gouvernement, la communauté du business et les parlements nationaux. Et je suis très frappé du sentiment de responsabilité et des questions, et de la sensibilité de cette question. Donc, le débat public est pour moi très important. Et je me permets de vous dire que nous n'allons pas accepter de le suivre ou de le subir. Nous voulons le conduire. Et donc voilà pourquoi nous allons pratiquer le plus largement possible cette transparence. And we are both agreed on that. During the course of the last 10 months, the UK Parliament has questioned the government quite properly, in great detail, on what its aims should be, what its negotiating strategy should be, where it's going, where it wants to take the country. And I and the Prime Minister have given undertakings to ensure that we are as transparent as possible, consistent with
normal negotiations, more transparent than any other negotiation in modern history. So I think we're in the same place. We take the same view as Michel on this. We want to see the public informed, the public in its widest sense, parliamentarians, the general public, business, trade unions, civic society, all informed by proactive publication of what we are doing, not by leaks or erroneous briefings. Go ahead. Peter Foster with the Daily Telegraph. To Mr. Davis first. Mr. Davis, you set up a working group on financial settlement. You said not long ago that the fight over sequencing would be the fight of the summer, but the terms of reference make no reference to trade and no reference to future relationship. Have you given up the argument? Have you lost the argument? And to Mr. Barnier, can you tell us anywhere in these negotiations where you feel you've made a concession to the Brits? Well, let me start with just reading you the section from the Article 50 letter the Prime Minister wrote. We will need to discuss how we determine a fair settlement of the United Kingdom's rights and obligations as a departing member state, in accordance with the law and the spirit of the United Kingdom's continuing partnership with the European Union. But we believe it is necessary to agree the terms of our future partnership alongside those of our withdrawal from the European Union. And that's what we see will happen. When we eventually get to the point that the Council decides we've made enough progress, their words, both sets of dialogue will continue, including free trade, not just trade, obviously customs, obviously security, obviously cooperation in all sorts of ways. They'll all continue once we get to that point. Je confirme ce que vient de dire David sur ces deux étapes qui sont clairement encadrées pendant le mandat que j'ai reçu et qui sont assez logiques au fond. Ne vous trompez pas, il faut être très calme sur ce sujet. Cette idée de traiter les sujets du divorce, de orderly withdrawal préalablement, c'est une question de bon sens. Et ce n'est pas une demande que nous faisons pour faire ou obtenir des concessions. C'est la conséquence directe de la décision du Royaume-Uni. Et le moment où nous aurons en effet franchi des progrès suffisants, il faudra qu'ils soient suffisants et concrets, alors je serai le premier, sous ma responsabilité, à recommander au Conseil européen d'ouvrir en parallèle à ce moment-là la négociation sur le scoping de la future relation. Tant entendu que cette future relation ne pourra être conclue, évidemment, comme c'est logique, qu'avec un État tiers. Et donc, il faudra qu'elle se prolonge encore après le départ du Royaume-Uni. Vous me dites, est-ce qu'il y a un seul endroit où vous allez faire des concessions? Mais, monsieur Vous, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Ce n'est pas le contraire. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, quitte le marché unique, quitte l'union douanière, pas le contraire. Et il faut que chacun assume ses responsabilités, les conséquences de ses décisions. Et s'agissant des conséquences, elles sont considérables. Ça a été mes premiers mots ici, dans cette salle, dans mon premier statement public au mois de novembre. Des conséquences humaines, on en parlait, sociales, financières, juridiques, techniques, économiques, politiques. Et personne ne doit sous-estimer ces conséquences, même nous allons chercher à en réduire la dimension. Donc je ne suis pas dans l'état d'esprit de faire des concessions ou de demander des concessions. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de revanche, jamais. Nous mettons en œuvre la décision qui a été prise par le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne et d'interrompre ou de détricoter 44 années de relations construites patiemment entre nous. Et j'essaierai jusqu'au bout de laisser la passion, l'émotion de côté pour m'en tenir aux faits, aux chiffres, aux bases légales et de travailler, comme je vous l'ai dit, avec le Royaume-Uni pour trouver un accord dans cet esprit. This concludes our press conference. Thank you all for your massive presence. Thank you.